أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous étudions certaines activités internes du globe terrestre influencent-elles la structure de la Terre? Et à ce niveau-là, il n'y a pas de complications. On va commencer ce cours-là à travers un rappel. Il y a beaucoup de dégâts. Ceux qui suivent l'actualité doivent pouvoir s'en souvenir. Et en tant que scientifique, on se pose des questions. Et en se posant des questions, on va forcément trouver des réponses. C'est ça la culture du scientifique. Donc, cela nous a amené à nous demander, mais l'origine d'un séisme et qu'est-ce que l'humain contre ce genre de phénomène? Donc, cela nous permet de donner le titre de notre leçon. Comment certaines activités internes du globe terrestre influencent-elles la structure de la Terre? Qu'est-ce que c'est que le séisme? Le séisme, encore appelé tremblement de terre, vibration brusque et brève du sol due à la fracturation en profondeur des roches, libération d'énergie. Je reprends. Le séisme, encore appelé tremblement, sont du sol est dû au fait qu'il y a rupture au niveau des blocs rocheux à l'intérieur de l'écorce terrestre. Cette rupture-là libère une quantité d'énergie. Le volcan n'est autre qu'une montagne en forme de cône dont la cheminée fait communiquer le magma avec la surface terrestre. Le sommet de cette montagne est appelé cratère. Bien. Donc, à savoir, vous devez savoir que au niveau des volcans et des séismes, nous n'avons pas tenté de voir. Mais nous connaissons l'initiative. Et nous avons des éruptions volcaniques, nous avons la déformation de l'écorce, et ainsi de suite. Ça, c'est connu de tous. Quand vous suivez l'actualité, vous verrez que ce sont les éléments qui sont monnaie courante. Quand il y a séisme, il y a forcément destruction des habitations, il y a destruction des infrastructures, il y a et les conséquences sont nombreuses. La pollution, les raz-de-marée, les tsunamis, les conséquences vraiment sont nombreuses. Et tout ce qu'il y a, tout ce qui dérange est l'objet de recherche. Pas forcément tout ce qui dérange un phénomène. Donc, chercher à comprendre les séismes. Pour cela, il y a des appareils qu'on a pu inventer, appelés sismographes. Le sismographe n'est autre qu'un appareil qui permet de mesurer les séismes. Autrement dit, il en existe deux sortes. Il y a le séisme verticaux. Et le sismographe, qui est l'appareil de mesure des séismes, permet
les résultats obtenus à travers le sismographe sont appelés sismogrammes. Donc, il faut faire la nuance entre les résultats d'un sismographe. Le sismogramme est un graphe qui est constitué. Il y a les zones P, les zones S, les zones F. Le sismogramme est constitué de 3 types d'ondes. Les ondes P, ondes primaires ou ondes premières. Les ondes S, encore appelées ondes secondaires. Et enfin les ondes L ou ondes longues. P sont enregistrées. Ce sont des ondes de compression et de décompression. Leur direction est parallèle à la direction du sol. Quant aux ondes longues, elles se propagent dans les couches superficielles du globe terrestre. Elles ne sont transmises que par les solides, contrairement aux ondes P et aux ondes S. Les ondes S sont des ondes de cisaillement ou ondes transversales qui sont moins rapides. Donc, ce qu'il faut retenir, les ondes L traversent des milieux homogènes, donc généralement l'onde L est rectiligne, alors que les ondes P et S ont des vitesses variables. Pourquoi? Parce qu'ils traversent des milieux hétérogènes, c'est-à-dire des milieux solides ou des milieux liquides. Et l'analyse du sismogramme permet de déterminer les caractéristiques des séismes. Quelles sont ces caractéristiques? On a le foyer, on a l'épicentre et la magnitude. Suivez bien l'actualité, les zones où il y a séisme, on va toujours vous donner l'épicentre n'est autre que le lieu où naît le séisme. C'est-à-dire c'est le lieu où se produit la rupture des blocs rocheux à l'origine du séisme. Quant à l'épicentre, c'est le lieu de la surface qui est situé à la quand on est verticalement à la surface terrestre, le point obtenu est appelé épicentre. La magnitude n'est autre que l'énergie libérée au niveau du foyer. Et cette magnitude à côté de l'échelle de Richter, ces mesures-là permettent d'avoir une idée de l'ampleur du séisme. L'échelle de Richter comprend un nombre comme 12 degrés. Plus quand on prend l'échelle de Richter auquel on est habitué, plus on tend vers les magnitudes 7, 8, 9, cela suppose qu'il y a des dégâts indescriptibles, des dégâts énormes, des grands bâtiments qui s'effondrent. Il y a bouleversement de la structure même, la structure même de la surface terrestre. Plus la magnitude est faible, plus le séisme est d'amplitude mineure et d'amplitude faible. Plus la magnitude est élevée, le séisme, les dégâts causés par le séisme sont grandioses. Donc voilà ce que nous pouvons dire concernant les caractéristiques des séismes.
À cause de sa durée, la vitesse de déplacement, la vitesse de propagation des différentes zones et les mesures obtenues, les représentations obtenues à partir de la vitesse des différentes zones est appelé odographe. L'odographe est la représentation qu'on appelle les zones onde P, onde L, onde S. L'onde L est, on l'a expliqué pourquoi, c'est homogène alors que les zones P et S sont traversées des milieux hétérogènes, d'où leur trajectoire curviligne. Et connaissant certains éléments précis, on peut calculer la distance, la durée entre l'épicentre et la station. On a la vitesse de propagation, on a la durée. À partir de ces éléments-là, on peut calculer la distance à l'épicentre. Parce que quand il y a un séisme, c'est pendant quelques fractions de secondes. Et puis, paf. Donc, en fonction de cette durée-là, on peut obtenir l'épicentre, c'est-à-dire le point, la station de mesure. Je dois souligner de passage que il y a plusieurs stations de mesure des séismes dans le monde entier. Et ces stations sont aux quatre coins du monde entier. Et quand elles vont faire le calcul, elles vont trouver exactement là où le séisme a lieu. Comme les différentes stations d'enregistrement sont situées aux mêmes distances les unes par rapport aux autres, mais quand elles vont faire les calculs, on va verger vers le même point où est né ce séisme-là. Donc, je disais tantôt que comment se calcule cette distance épicentrale? Connaissant bien sûr la vitesse de propagation, la durée aussi du séisme. Et ça, ce sont des exercices pratiques, ce n'est pas du tout compliqué. Et ce sera l'objet des exercices. Mais rapidement, si je peux vous donner une petite explication. Nous avons sur l'axe des abscisses, nous avons la durée de propagation. L'onde l'onde L est rectiligne alors que les zones P et S ne le sont pas. Donc, comment faire? On sait que l'onde P a suivi de S. Donc, on va calculer la différence de durée. Une minute. Donc la différence, c'est quoi? 3 moins 2, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 minutes de différence. On prend maintenant l'axe des ordonnées, on détermine l'échelle. On a 0, on a 5, on a 10, ainsi de suite. On va mesurer 0 à 5, ça fait combien de centimètres? Donc, ça nous fait obtenir l'échelle. 0 à 5 cm et 0 à 5 minutes mesure par exemple 1,5 cm. Donc, cela suppose que 5 minutes correspondent à 1,5 cm. En faisant la règle de 3, la différence de durée qu'on a obtenue, on va obtenir sa distance. Cette distance obtenue, je suppose par exemple, on trouve par exemple 0,8 cm. Donc, on va déterminer 0,8 cm à travers notre règle entre la courbe, l'odographe S et l'odographe L. Non, pas l'odographe L, entre l'odographe S et l'odographe P, parallèlement à l'axe des ordonnées. Je répète,
le point, l'onde P, l'onde S, on fait cette projection, on trouve exactement la distance épicentrale. Donc voilà, de façon résumée, le premier cours en géodynamique interne. Car ça nous facilite la compréhension et nous guide dans le droit chemin. Je serai à vous pour des questions et réponses. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.